Madame, monsieur, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine pour cette nouvelle émission de Imagine l'actu sur les 96.2 et 105.6 de Radio Imagine. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 4. Numéro 4 déjà, ouais, Serge. Une émission qui commence à faire parler et que vous pouvez retrouver le samedi à midi et en rediffusion le dimanche à la même heure, donc à l'heure du punch. Donc vous vous installez et c'est très bien. Et puis aujourd'hui, avec d'autant plus de plaisir que je suis particulièrement bien entouré. D'abord, elle est là, la démultipliée Frédérique Dispan qu'on retrouve. Pourquoi démultiplier? Parce qu'on la retrouve sur Radio Imagine, sur Via TV, sur Zitata. C'est un bel Zitata. Bonjour Frédéric. Bonjour Serge. Ça va? J'espère que vous allez bien. Pas trop fatigué avec tous ces médias? Alors, une semaine qui ressemble à un retour au calme dans la conjoncture, peut-être à une accalmie, mais c'est vrai, une semaine chargée, comme vous le soulignez, d'interventions médias. Voilà, notre invitée du jour était dans les médias. Puis en plus, oui. elle travaillait dans les médias, mais là, elle est souvent dans les médias. C'est la délicieuse Nathalie Chilan, présidente merci. de Matité. Mais peut-être plus que présidente de Matité, elle est surtout gourmandaise d'adoption. Bonjour Nathalie et merci de l'honneur que tu nous fais. Merci pour l'invitation. Alors, le principe, c'est que le premier quart d'heure, on reste dans l'actualité. Donc, chacun, on a un sujet d'actualité et on rebondit tous les trois. Et puis après, on va parler dans la deuxième partie, on va parler de ton actualité à toi et ainsi de suite. Alors, première rubrique, notre coup d'œil sur l'actualité. Frédéric a ciblé les violences. Certaines violences par arme à feu notamment. Cette semaine, j'ai envie de parler du lien des violences urbaines avec le tourisme, si vous me le permettez. Donc, je voudrais évoquer très directement cette situation. Il y a quelques semaines, nous avons tous vu un triste spectacle, une piste de l'aéroport envahie par des manifestants, des avions déroutés, des pillages et des arrestations. Jusqu'au vendredi 11 octobre, en Martinique, la situation restait très tendue. La raison, rappelons-le, un alignement des prix des produits alimentaires sur l'Hexagone, coûtant 40% plus cher en Martinique. Le mouvement mute parfois en actes de violence urbaine, plus généralement dépit du couvre-feu de 21h à 5h du matin, arbitré par le préfet, des pillages de magasins, des guérillas urbaines qui se réitéraient chaque nuit, les barrages bloquaient certains axes routiers stratégiques et 12 gendarmes ont été blessés cette même semaine. Je fais exprès de recontextualiser pour vous. Le jeudi 10 octobre, décès d'un jeune homme par arme à feu vers 3h du matin près de Fort-de-France pour un hypothétique différend, un règlement de compte entre émeutiers lors du partage d'un butin. Et la chaîne RTL au national qui à ce moment-là relaie dans la presse, jeudi après-midi, l'aéroport a notamment été pris pour cible et a dû fermer ses portes. Une centaine de personnes cagoulées ont envahi l'aéroport, l'aérogare et les pistes, moins nombreux et complètement dépassés. Les policiers ont tenté de les contenir à l'aide de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Alors, le tourisme dans tout cela, je vois le regard de Nathalie et je vois ton regard, cher Serge, mais non seulement, en conséquence, des hôteliers se sont vus explicitement menacés sur les réseaux sociaux, d'héberger des forces de l'ordre par le RPRAC ou d'autres organisations, légitimant par là même la violence par la dite trahison du peuple et ces mêmes hôteliers, ont également accusé, Martinique et j'entends, accusé une chute de leur taux d'occupation et une annulation massive de leurs réservations à venir en très haute saison. Tout cela est incroyable. C'est un état de fait, mais c'est une crise. Ce n'est pas ce qui m'a le plus sidéré. Ce qui m'a sidéré et que je n'ai vu s'implémenter de la part d'aucune institution représentative du tourisme une quelconque communication de crise. Où étaient donc nos institutions représentatives du tourisme en Martinique? Communiquer quand tout va bien, c'est bien. Communiquer quand tout va mal, c'est bien. En un mot, crise ou pas, la communication est essentielle lorsque des entreprises font face à des situations susceptibles de nuire à leur réputation et à leurs activités, d'autant qu'elles sont rémunérées et responsables de cela. Nathalie, une remarque sur cette première partie? Communiquer quand tout va bien, c'est bien, mais communiquer quand tout va mal, c'est encore mieux. Et c'est vrai qu'on a donné une triste image de la Martinique et après une période Covid qui a été très, très, très difficile, ce qu'on pouvait espérer, c'est qu'on puisse retrouver des niveaux d'avant Covid avec de plus en plus de visiteurs. Alors, j'ai eu à écouter pas mal d'interventions et il y a effectivement une professionnelle du tourisme qui se plaignait de ne pas avoir entendu
les responsables du CMT, pour ne pas les nommer. Oui, on peut les nommer, Nathalie. Pour ne pas les nommer. Et je comprends CMT, que le ça comité a martiniquais été, du tourisme. Voilà. Et je comprends que ça a été quelque chose qu'ils ont, pour certains en tout cas, très mal vécu. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on en sorte par le haut, qu'on en sorte pour que notre Martinique redevienne un fleuron. Quand on voit qu'on a un bateau qui annule sa venue et qui est dérouté vers la Guadeloupe et que nous avons des personnes qui espéraient vendre quelques petites choses qu'elles ont et accueillir ces visiteurs. Donc ça fait mal, effectivement. Et il faut qu'on se ressaisisse et qu'on trouve des solutions et qu'on en sorte surtout par le haut. Et puis on a la période de Noël qui arrive, qui est une période aussi, qui est une belle période pour ces professionnels. Et donc j'espère que le calme est revenu définitivement et que cette période de Noël leur permettra de faire quand même un chiffre d'affaires intéressant. Période de Noël qui est, je le précise, la très haute saison pour nos hôteliers, nos restaurateurs. Très bien. Violence toujours. Il y a un deuxième cran de violence, c'est la circulation des armes, parce qu'on l'a vu pendant les événements. Et puis cette semaine, alors on va me dire, c'est pas du hasard, parce que quand 4 personnes armées de semi-automatiques choisissent une cité, un immeuble dans la cité, un étage dans l'immeuble et un appartement à l'étage, et tirent dans le tas, c'est ciblé, c'est inquiétant. Oui, cette question, ça me fait entre guillemets sourire parce que cette question de la circulation des armes, j'ai quitté le monde des médias, ça fait très longtemps, en 2005, et j'avais déjà eu à l'époque à faire des reportages sur cette question-là. Donc c'est quelque chose qui nous gangrène depuis des années, qui est maintenant au grand jour parce que les personnes qui détiennent les armes n'hésitent pas à montrer. Maintenant, sur les réseaux sociaux, ça se voit de plus en plus des gens qui se mettent en scène avec leurs armes, qui posent. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, on ne fait plus de... Enfin, avant, j'avais l'impression que c'était réservé vraiment aux plus bas de bottes des bad boys. Voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que même les jeunes... Vulgarisation. Voilà, il y a une vulgarisation. Banalisation de la violence. C'est ce à quoi on assiste. Ce qui m'inquiète, c'est que les pouvoirs publics ont le même problème en France hexagonale. Et on a entendu le ministre de l'Intérieur dire « Nous déclarons la guerre à la drogue ». Et je ne sais plus quelle télévision ou qui a cherché des déclarations de ministre de l'Intérieur, et je crois qu'ils sont remontés à 1990. Et depuis 1990, tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés déclarent la guerre à la drogue. C'est ce que Nathalie dit. Le président Sarkozy déclarait la guerre à la drogue aussi dans les Caraïbes, et particulièrement à Martinique, Guadeloupe, bien sûr. Et après son voyage, il n'a plus parlé de guerre à la drogue. Mais c'est ce que Nathalie dit quand elle parle des armes qui circulent. Ça fait longtemps qu'on se bat contre les armes. Ce sont plutôt les armes qui nous battent. Mais si on fait rien, excusez-moi, on dit pas ça à la radio, on est foutu. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens aussi, de moyens financiers, de moyens humains aussi. Je pense que dans toutes les problématiques que nous avons en Martinique, la difficulté, c'est d'avoir tous les curseurs au vert, j'ai envie de dire, pour avancer en même temps, en fait. Parce que si, effectivement, on met les moyens financiers, mais qu'on n'a pas de moyens humains, si on a des moyens humains, mais pas de moyens financiers, enfin, il faut qu'on soit vraiment dans une dynamique de pouvoir avoir de quoi combattre, mais sur tous nos besoins, en fait. Et c'est ça la problématique. Et je pense qu'on parle encore une fois, on parle encore une fois, désolé, ma marotte, de communication de crise. Nous sommes aujourd'hui dans cette société en crise par rapport à la drogue, à notre jeunesse, à notre éducation et à nos armes. Je pense que tout cela, c'est une même crise sociétale. C'est lié. Et nous ne savons pas ou nous ne voulons pas communiquer sur cette crise. Et pourtant, c'est un métier. Et je crois que si on arrive à communiquer correctement, on peut arriver à des résultats concrets. Mais tant qu'on restera dans le déni sociétal, on continuera à avancer de façon finalement inefficace. Bien. De toute façon, nous n'allons pas résoudre le problème des armes. Il y a d'autres personnes pour ça. Deuxième point de l'actualité, Donald is back. Donald revient.
Viva Donald Trump, il a gagné, il a très largement gagné. Très largement gagné. Très largement. Et si les Américains au-dessus de toutes les attentes. Hein. D'accord. Et si tous les Américains sont majoritairement satisfaits, une partie du monde peut s'inquiéter. Alors, qui peut s'inquiéter? Les Irakiens sentent la faim. Trump a affirmé qu'il arrêterait la fourniture des armes et des aides. Je rappelle que c'est 75 milliards. Les Palestiniens et les Libanais savent qu'il va appuyer Israël financièrement et militairement. Donc, c'est fouet. Il a déclaré la guerre, mais ça, c'est plus drôle, aux 1 500 000 membres des gangs américains. Mais ça me fait un peu rire. Il va supprimer, tenez-vous bien, l'éducatif au niveau fédéral. C'est-à-dire que chaque État fera sa loi de l'éducation. Alors, bonjour les écoles religieuses de toute obédience. Vous voyez, je cite personne. Alors, les femmes, mesdames, les femmes seront certainement empêchées d'avorter, quel que soit l'État, même en cas de violence. Même en cas de violence. Même en cas de violence. Les Mexicains, bon, ceux-là, on leur a dit, on va remettre le mur un petit peu plus haut, il n'y a pas de problème. Il l'avait déjà dit. Les Chinois, donc M. Trump va taxer au maximum les produits venant de Chine. Alors, on attend la réaction des Chinois. Ce sera très sympa parce que tout le monde ne sait pas, mais je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est très important. Une grosse partie de la dette américaine est détenue par les Chinois, donc ils risquent de se péter les dents sur ces Chinois. Alors, les écologistes ne sont pas très contents parce que... Alors, la décarbonation, lui, voilà, c'est pas son sujet. Voilà, donc, parce qu'il a dit qu'on va forer gaz et pétrole comme des malades. Alors, les Européens sont inquiets aussi parce qu'il faudra payer l'OTAN. Il a dit que sinon, pas de garantie de protection si on ne paie pas au moins 2% du PIB. Et que même si la Russie attaque un pays d'Europe, il ne va pas les défendre parce qu'ils ont trop de dettes, ils ont intérêt à payer leurs dettes. Donc, c'est tant pis pour eux, ils vont se débrouiller. Alors, je continue, je fais exprès de stresser tout le monde. On prévoit une baisse de 11% des importations de la France vers les États-Unis. Et les viticulteurs français se réunissent déjà dans toutes les coopératives en France pour savoir s'ils pourront vendre leur vin aux États-Unis. Alors, ça fait beaucoup. Mais, monsieur, dame, la démocratie a parlé. Celui qui a reçu le plus de votes a été élu. Mais il n'y a pas que des inquiets. Je vous ai donné les inquiets. Il y a tous ceux qui ont voté pour lui, comme les suprémacistes blancs, par exemple, ou l'homme le plus riche du monde. Et Elon Musk, qui maintenant a dit, il a libéré, les réseaux sociaux vont carburer maintenant, alors préparez-vous. C'était déjà toxique, alors là, je ne sais pas à quoi ça va. Et hors des États-Unis, je vais finir avec ça, la première ministre italienne d'extrême droite est contente. Le chancelier autrichien d'extrême droite est heureux. Le premier ministre de Hongrie a fêté ça au champagne. Il est bien sûr d'extrême droite. Je rappelle, ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Il faut aller voter et on vote et voilà ce qui est arrivé. Voilà, c'est ça la démocratie. J'espère que je n'ai pas jeté un froid parmi vous, là. Non, je pense que le froid, on l'a eu dès le matin quand on a vu le résultat des élections. Oui, la démocratie a parlé. Moi, c'est vrai que je regrette que ça ne soit pas Kamala Harris. Maintenant, les Américains ont choisi. Alors, on me dit que les préoccupations des Américains, il ne faut pas les voir avec notre regard de Français ou d'Européens, notre filtre. Et eux, ils sont focus sur l'économie. Donc, il semble avoir offert un meilleur visage pour pouvoir redresser l'économie des États-Unis que Kamala Harris. L'autre chose qui m'a un peu embêtée dans cette campagne que je suivais quand même, c'est que je trouve que les démocrates ont pris beaucoup de temps pour mettre Kamala Harris en selle. Et beaucoup d'Américains ont dû se dire, bon, effectivement, si vous n'y croyez pas vous-même, pourquoi nous, on devrait y croire? Donc, elle a eu une campagne très, très courte. Maintenant, je pense que les démocrates doivent déjà se préparer pour dans 4 ans, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Et donc, peut-être que dans 4 ans, elle aura la chance d'être la première femme à être élue et issue des minorités. Maintenant, il faudra composer avec Trump. Voyons ce que ça va nous réserver. Le plafond de verre est dur, parce qu'on avait cru avec Hillary Clinton. On avait vraiment cru. D'ailleurs, elle avait fait davantage de voix que Trump. Bon, mais le système américain est tellement tordu que, bon, elle n'a pas été élue, mais elle avait davantage de voix. Oui. Et là, cette fois, Kamala, il y a un problème avec les femmes. Je pense on n'a pas fait mieux en France, mais bon, quand même. Non, on n'a pas fait mieux en France. Et au moins, eux, ils ont élu une personne noire. Donc, on n'a vraiment pas fait mieux en France.
Non, les femmes vont être bientôt élues. Il ne faut pas que Mme Merkel soit le seul grand exemple de femme. C'est progressif, Serge. Déjà, les femmes n'ont pas eu le droit de vote. Il y avait Margaret Thatcher, elle était sympa, celle-là. Oui, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Les femmes, de toute façon, vont arriver au pouvoir. C'est vrai, c'est un peu long, mais ça va se faire. Progressivement, mais ça va se faire. Concernant l'élection de Trump et ses raisons, je crois la grande majorité, et moi j'en faisais partie, ne s'attendait pas à une victoire aussi écrasante. C'est surtout ça. C'est quand j'ai vu la cartographie des États, et des États qui sont classiquement, bon, tu as toujours la Bible Belt, vraiment tous les WASP, la ceinture religieuse, la Bible Belt, c'est-à-dire tous les pays qui, aux États-Unis, tous les États, qui sont très religieux, mormons, évangélistes, protestants, pratiquants, etc. Ce sont ce qu'on appelle les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, les protestants blancs, voilà, et ce sont vraiment, si tu veux, c'est l'arrière-pays, quoi. Donc eux, traditionnellement, très exactement, les bouseux, très conservateurs. Je n'ai pas dit ça, Serge, je n'ai pas dit ça. C'est un mot qui ne sort pas de ma bouche. En tout cas, ils sont très, 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 très conservateurs. Ils conservent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, tu as la côte Est et la côte Ouest qui sont traditionnellement libérales, démocrates. Ce sont les New-Yorkais tendance, c'est LA, c'est Los Angeles, la Californie, le Massachusetts, le Vermont, l'acceptation totale de l'homosexualité, etc. Donc on a vraiment deux Amériques, sinon beaucoup, mais je me permets de synthétiser, mais il y en a aujourd'hui, et c'est la leçon que j'ai cru tirer de cette élection. Et il y a aujourd'hui autant il y avait ces deux grandes Amériques conservatrices et libérales quand tout allait plus ou moins bien, que le rêve américain était relativement bien assuré un peu partout. Aujourd'hui, le rêve américain, il faut le comprendre, est complètement fragmenté. On a une paupérisation énorme de la population, et ce qu'on appelait la middle class tend à disparaître par le contexte mondial, par un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises aux États-Unis, et comme dans beaucoup de pays. Et du coup, cette population ne supporte pas d'avoir été autant déclassée. Alors non seulement elle est déclassée, mais en plus elle n'a pas accès, puisqu'elle a très très peu accepté la réforme de l'Obamacare, elle n'a pas accès à la sécurité sociale, et il y a vraiment une situation qui est misérable. Donc en fait, pour moi, cette élection de Trump, c'est vraiment, et c'est ce qu'il disait lors de sa précédente élection, son précédent, « Make America Great Again », rendre l'Amérique magnifique encore. Mais pour les femmes, ce ne sera pas le cas. Alors là, je reviens vers Nathalie, parce que non seulement, là, il y a l'avortement, mais elle a parlé du système de santé. Alors je pense à... Le système de santé, oui, qui ne favorise pas les Américains. Très difficile de se faire soigner. Si on n'a pas une bonne mutuelle, c'est pratiquement... beaucoup d'Américains refusent d'aller soit acheter des médicaments, soit d'aller se faire soigner. Et une mutuelle, juste pardonne-moi de t'interrompre, c'est 150... Je précise juste le prix d'une mutuelle, parce que les gens peuvent se dire, oui, mais il n'a pas acheté sa mutuelle. 150 000 € par an. Ça peut tout dépend de la mutuelle, bien évidemment, mais pardon Nathalie, mais c'est très onéreux. C'est-à-dire que tu te dis que tu vas acheter une voiture, en fait, quand tu achètes une mutuelle. Tout à fait. Et donc, la plupart des Américains qui ont des besoins de soins attendent vraiment le dernier moment, et leur état de santé est déjà bien dégradé, les maladies sont déjà bien installées, donc oui, très, très, très compliqué. Et puis, pour les femmes... Je pense surtout à celles qui sont atteintes de cancer, par exemple. Tout à fait. Tout à fait, c'est très compliqué. Donc la transition est toute trouvée, oui, tout à fait, si tu me permets, cher Serge. On va parler peut-être de l'association de Nathalie. Nathalie est présidente de l'association Matete. Voilà, puis Cette association Matete est extraordinaire. C'est une association qui a pour mission d'informer, d'accompagner, de sensibiliser sur la thématique du cancer du sein en Martinique. Cette association s'adresse aux femmes, mais aussi, Serge, aux hommes touchés par cette maladie. Prévu pendant le mois d'Octobre Rose, ce dimanche, l'association Matete a sillonné les routes de l'île pour faire découvrir, alors Matete Mobile, tu vas nous en parler, et récolter des fonds pour l'association. Donc j'ai cru comprendre que c'était à l'initiative de 9 clubs automobiles qui se sont organisés en 4 groupes avec 15 tirelires. Alors non seulement je voudrais, s'il te plaît, chère Nathalie, des détails, puisque ça a été déposé dans des restaurants, des épiceries de proximité, il y a eu un vrai contact avec les Martiniquais, mais en plus j'aimerais savoir, dans ce contexte dans ce contexte très particulier d'octobre, qui était presque un octobre rouge. Elle a dit quand même.
J'ai pas résisté. Alors oui, Octobre Rose, c'est toujours le moment où l'association a le plus d'activités, d'actions, parce qu'on est très, très, très sollicité. On est sollicité par les collectivités, par les entreprises, par les établissements scolaires, même par des associations. Et cette année, nouveauté, on a eu des clubs sportifs qui ont organisé pour leur section féminine des temps de prévention. Donc, c'est vraiment quelque chose qui commence à être ancré. Je pense que ça, on le doit aussi au dynamisme des associations en Martinique qui œuvrent sur la thématique du cancer du sein. Dire aussi que oui, dans nos statuts, nous accompagnons les hommes parce que 1% des hommes sont concernés par le cancer du sein chaque année, à peu près 1 ou 2 hommes. Et leur parole est rare, mais ils ont autant besoin d'être accompagnés que les femmes. Donc nous leur avons ouvert notre porte. Depuis que l'association existe, je n'ai eu à accompagner qu'un homme. Par téléphone, je ne l'ai jamais vu, donc il reste très discret et n'aime pas du tout en parler, mais gageons qu'avec la nouvelle association pour les hommes... Pourquoi? Par peur d'une connotation Alors, par peur d'une connotation, par peur d'une stigmatisation, c'est suffisamment rare pour être pointé du doigt, c'est celui qui, etc. Donc, ils vivent ça plutôt dans la discrétion. Et voilà, donc ils ne viennent pas spécialement au niveau de notre association, mais je pense aussi que c'est difficile pour un homme de venir dans un groupe de parole où il n'y a que des femmes pour parler de problématiques qui le concernent et de s'intégrer dans un groupe de parole où les femmes ont des choses qu'elles vivent de manière commune en fait. Donc c'est un peu compliqué. Et donc je disais que l'association Ciparis qui s'occupe du cancer, de tout type de cancer chez les hommes, j'espère qu'ils trouveront là un espace pour pouvoir s'exprimer. Octobre Rose cette année a été spécial. On était très contents parce qu'on avait un agenda qui était bien rempli et puis qui au fil des semaines, on a dû annuler des rendez-vous parce que barrage, parce que couvre-feu, parce que pas de possibilité pour des salariés qui restent en télétravail d'être là quand on nous demandait de venir faire des interventions. Donc, on a eu quelques interventions qui ne se sont pas faites et qu'on reportera sur l'année prochaine et un peu sur décembre. L'occasion pour moi aussi d'expliquer à tous ceux qui nous invitaient que la prévention, la sensibilisation, il ne faut pas la voir comme quelque chose uniquement en octobre, mais il faut parler du cancer du sein tout au long de l'année. Donc moi, j'ai dit que ça aurait du sens qu'on puisse se voir l'année prochaine, même s'il n'y a pas un rendez-vous, une thématique qui le justifie, mais parce qu'on croit à la prévention et à la sensibilisation, on peut solliciter les associations à tout moment de l'année. Donc c'est comme ça que nous allons composer. Nous avons eu donc dimanche cette caravane avec des clubs auto, 208, 308, etc. Et l'idée, c'était de circuler avec notre Matete Mobile, qui est une petite fourgonnette que nous avons aménagée. D'accord. Alors, au moment où nous aménageons la fourgonnette, c'est parce que Matete n'a pas assez d'argent pour avoir un local. Et on se dit, on va acheter un véhicule, ça coûtera moins cher, on va l'aménager et puis on va sillonner la Martinique pour pouvoir faire de la prévention. Donc, nous travaillons avec les municipalités, avec les CCAS qui nous sollicitent. Le principe, c'est de nous dédier un espace. On vient samedi matin en général, puisque nos bénévoles sont pour la plupart des salariés. Ils travaillent. Donc l'idée, c'est de venir de 9h à midi et que la municipalité ou le CCAS informe les personnes étant concernées par la maladie ou pour les administrer. Et donc, ils viennent à notre rencontre. Donc, on fait de la prévention, de la sensibilisation. On leur apprend à faire des gestes d'autopalpation. Et pour ces interventions, nous pouvons parfois venir avec une nutritionniste ou une autre spécialiste. Et ce sont toujours des moments intéressants parce que nous allons en fait sur le terrain de ces personnes. C'est le aller vers. Ils ne viennent pas à nous forcément à notre local parce qu'il y a des personnes qui pour des raisons financières ou pour un manque d'organisation de nos transports ne peuvent pas sortir par exemple de Grand-Rivière. Nous serons à Grand-Rivière avec la Matete Mobile prochainement. Et donc c'est aussi aller vers pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer et venir nous voir. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a une évolution? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était déjà pour Radio Imagine, c'était à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait mon émission, c'était J'ai rendez-vous avec vous, quelque chose comme ça. Et la TT Mobile était en projet, ça allait démarrer. Est-ce que entre ces deux périodes, tu as l'impression que vraiment ça a pris?
je mets des guillemets, que les gens, on savent, bon, faut nous aller, parce qu'on en parlait ici la dernière fois, je ne sais pas quand, pourquoi on en a parlé, il y a toujours cette partie de la population qui dit, bon, mon palais savent, ou bien c'est bon Dieu qui les baille là comme ça, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a un progrès? Alors, il y a un progrès qui n'est pas forcément lié à la maternité mobile. Je pense, comme je l'ai dit, au travail des associations sur le territoire. Il faut savoir que la Ligue contre le cancer accompagne pour le cancer du sein, Singulière, l'association Singulière accompagne, l'association des Amazones accompagne, Matete accompagne. On a maintenant une association qui s'appelle Cœur d'Oya aussi, qui est sur le terrain. Donc, c'est toutes ces actions combinées qui font que on permet peut-être de rompre les tabous sur cette maladie et de permettre que la parole se libère et puis que les femmes se disent, mais si toutes ces femmes ont été faire leur mammographie, leur dépistage, pourquoi pas moi, en fait? Et on a aussi beaucoup de témoignages de femmes qui s'en sont sorties et ça aussi, ça aide à aller pour se dire, eh ben moi, si j'ai un diagnostic, j'ai envie de m'en sortir. Oui, ça enlève une partie de la peur. Tout à fait. Puis il y a un effet d'entraînement. Tout à fait. Alors, pour la maternité mobile, oui, je dirais que ça a pris, puisque les entreprises nous sollicitent pour que la maternité mobile puisse venir. La préfecture nous a demandé de l'amener. La DEAL nous a sollicité aussi. Donc, je pense que cette notion de prévention par le biais de notre véhicule aussi, c'est à la fois une attraction, mais c'est à la fois aussi la possibilité d'attirer les gens vers nous. Donc oui, ça fonctionne. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse s'organiser pour un peu plus professionnaliser les sorties, puisque comme je l'ai dit, beaucoup de nos bénévoles sont des salariés. Et l'idée, ce serait de pouvoir trouver une organisation et un financement qui nous permettent d'embaucher une petite brigade qui puisse sillonner la semaine les communes. Le besoin récurrent des associations, hein. Le besoin récurrent des associations, de toute façon. Il n'y a que des bénévoles. Il faut être soutenu financièrement. Les responsables, mais oui, je le redis. Mais oui, mais on y a raison. Je le redis. Est-ce que vous avez été entendu au niveau hospitalier? Parce qu'on a parlé d'un tas de machines, de trucs. Moi, j'y connais rien. Est-ce que tu sens qu'on est doté en Martinique du matos qu'il faut? On est doté avec notre nouvel appareil qui est arrivé, donc on est doté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du recrutement pour avoir plus de professionnels, pour avoir plus de fluidité au niveau Quand tu parles de professionnels, tu parles d'infirmières spécialisées, de médecins, radiologues, médecins, etc., pour pouvoir fluidifier le parcours de soins et qu'on n'ait pas des Martiniquais qui, quand on leur dit qu'il faudra attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qu'ils partent. Donc, je pense que l'ARS en est conscient. On a la maison du parcours qui a été inaugurée un peu après la Joyau. Je suis désolée, je ne connais pas le nom du quartier, qui vise aussi à pouvoir fluidifier le parcours avec 3 oncologues qui vont y être dédiés, donc une organisation qui va permettre d'accueillir les personnes en parcours de soins cancer. Donc, ce sont de nouvelles organisations qu'il faut laisser entrer en pleine puissance et puis faire leurs preuves pour qu'on puisse pouvoir dire si ça apporte un plus ou pas. Mais c'est conçu pour. Le fait aussi de réunir, de regrouper à la MFME la partie chimio pour que les femmes puissent avoir aussi la partie intervention chirurgicale au même lieu. Ça aussi, ça va un peu simplifier le parcours. Il y a toujours Clarac. Il y a toujours pour Clarac, mais les femmes pour le cancer du sein vont aller au niveau de la MFME. D'accord. Donc, est-ce qu'en photographie, à l'instant T, Nathalie, pour parler de la question du désert médical en Martinique, est-ce que c'est si désertique? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il faut partir pour survivre? Ou est-ce que tout va bien? Je fais exprès d'aller dans les deux extrêmes. Je réponds à la dernière question. Tout ne va pas bien. Tout est toujours perfectible et on peut toujours s'améliorer. Mais on ne va pas dire que tout va mal au possible. Il y a des choses qui vont bien, que nous faisons bien. Il faut, comme je l'ai dit, qu'on puisse un peu trouver une organisation qui nous permette, avec des forces vives, de pouvoir vraiment fluidifier. Il y a besoin de maillage, de ce que j'entends. Il y a besoin de mailler les professionnels qui arrivent en Martinique et il y a un besoin peut-être aussi de mailler les départs. Tout à fait. Ce que j'entends. Tout à fait. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut forcément partir pour survivre? Je dirais non.
Je ne suis pas partie et j'ai survécu. Ça fait 11 ans. Je pense qu'il faut Et nous en sommes surtout, heureux. pour mon plus grand plaisir, d'être là et de parler de tout ce qu'on peut faire pour pouvoir faire bouger les choses. Je dirais que c'est aussi le rôle des associations de constamment être l'aiguillon pour dire au JPROM, pour dire à l'ARS, voilà ce que nous, les bénéficiaires, nous font remonter. Voilà comment vous pouvez agir sur le parcours de soins pour que les Martiniquais puissent vraiment rester en Martinique. Quand on a des bénéficiaires qui viennent nous voir, bonjour, je viens vous voir parce qu'on a eu un diagnostic de cancer du sein. La deuxième question, ça va être, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous me conseillez de partir ou est-ce que vous me conseillez de rester? La solution de facilité serait de dire à tout le monde partez parce que il y a des rendez-vous qui sont pas donnés tout de suite, etc. C'est pas systématique pour tout le monde, mais c'est vrai que ça arrive. Pour les délais. C'est souvent partir sur les délais. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Et c'est pour ça que je dis que les délais peuvent être réduits si on a plus de professionnels de santé, si on peut absorber le nombre de personnes qui ont besoin de ces rendez-vous d'urgence pour pouvoir après définir quel traitement on va leur donner. Donc c'est vraiment cette difficulté qu'on a, mais je sais que l'ARS y travaille. On ne va pas tirer sur l'ambulance. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir leur dire ce qui ne va pas. Et on a des rendez-vous, des réunions avec l'ARS, même avec le CHUM aussi, où ils nous disent ce qu'ils ont prévu, comment ils voient les choses. Donc, on essaye de travailler en collaboration. Alors, en parlant de ce qui ne va pas et sans du tout tirer sur l'ambulance, sans mauvais jeu de mots, s'il y avait 3 évolutions stratégiques que vous pourriez donner synthétiquement, Nathalie, pour améliorer le parcours de soins, quel serait le top 3 des améliorations du parcours de soins chez nous, en Martinique, pour le cancer du sein? Je dirais améliorer l'annonce. On a encore des retours sur des annonces qui ne se font pas toujours selon les procédures établies. C'est-à-dire des annonces qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, où on m'a annoncé ça, comme ça, je ne savais pas, je n'étais pas accompagnée, je suis partie, je savais pas. J'ai pas compris que c'était ça, quoi. Voilà. Il y a où c'est votre oncologue qui doit vous l'annoncer, et puis finalement vous la prenez peut-être par un autre maillon de la chaîne, en fait. Alors que vous n'y alliez pas forcément pour entendre cette annonce-là. Donc il y a peut-être cette amélioration-là à avoir. L'accompagnement psychologique. Alors, il y a un accompagnement psychologique qui est proposé, de fait, mais je dirais plus que l'accompagnement psychologique, qui est un meilleur routage sur les associations, parce que nous, on va plutôt dire que le corps médical est là pour soigner, mais tout ce qui va être, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'empathie, mais on a une capacité, nous, associations d'accompagnement, que eux ils n'auront jamais, parce que c'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier. Tout à fait. Si je peux me permettre, qu'ils ne sont pas là pour avoir. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Tout à fait. Et ayant un tissu associatif vraiment riche, c'est vraiment systématiquement pousser les personnes qui débutent un parcours de soins cancer à aller voir les associations. Et la troisième amélioration. Et la troisième, je crois que je l'ai dit, c'est recruter, c'est avoir un parcours de soins qui soit beaucoup plus lisible, avec beaucoup plus de professionnels de santé, pour qu'on ait moins de Martiniquais qui soient amenés à partir. Ça donne de l'espoir. Oui, je pense. Entre 2013, l'année de mon diagnostic, et 2024, il y a des choses quand même qui ont beaucoup bougé. Donc oui, on peut s'améliorer, mais voilà, c'est l'engagement. Et je pense que notre Martinique en a besoin, et sur toutes les thématiques. Moi, je n'avais pas prévu d'être engagée sur la question de la santé et du cancer. C'est la vie qui m'a offert cette opportunité. Je parle d'opportunité. Mais je pense que tout un chacun, nous pouvons nous engager sur des sujets divers et variés, des choses qui nous tiennent à cœur, des thématiques qui nous intéressent. Et voilà, ce serait ça, c'est l'engagement. Très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale, et Nathalie a choisi Falfouette et le titre Chat Pistache. C'est bien ça? Oui, je suis grande fan.
de Falfret. Ah oui. Ben, nous sommes d'accord, nous sommes au moins 2. Nous sommes 3. Allons-y pour Falfret. Allons-y pour Falfret. Eh bien oui, c'est vrai que Falfret, c'est notre patrimoine, c'est à nous, c'est bagaille nous, c'est beau, c'est beau. C'était Chat Pistache, hein, si vous prenez en route. Nous sommes avec Nathalie Chilan, qui est notre invitée de Imagine l'actu de ce samedi midi. Alors nous passons à la partie petit mini débat thématique sur un sujet qui me tient à cœur. Tous les gens qui me connaissent savent ça, c'est des formations professionnelles, c'est l'éducation. Parce que j'ai la conviction profonde, mais ça c'est depuis des années, que rien ne sera possible dans notre pays, notre grand pays. J'avais mis minuscule, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Si on ne change pas quelque chose. Et là, je ne parle pas de mesurettes, de table ronde ou de table ovale et tout ça. Je ne sais même pas lesquelles sont bonnes, si c'est les tables ovales ou les tables rondes. Je sais que c'est pas les congrès non plus, tout ça. Il faut faire des fondations. Alors, c'est pas clair ce que je dis. Alors, je vais vous donner presque 30% des 15, 10, 29 ans
hommes et femmes, sont des nets. Notre emploi, sans emploi, sans études, sans formation, sans rien. En France hexagonale, c'est autour de 14%. Et souvent, ils ne sont même pas pressés de trouver un emploi. Or, beaucoup de gens sont incapables de vous dire, en sortant de l'école, quand a cessé l'esclavage. Certains ne savent pas, et ça, je l'ai eu parmi mes élèves, si Pointe-à-Pitre est en Guyane ou à La Réunion. Ils sont des milliers à ignorer les différences entre les pouvoirs d'un maire et celui du président de la République. Près de 30% de la population, après 2 ans, ne sait plus lire pour de multiples raisons. Comment peut-on comprendre qu'un enfant de 12 ans arrive en 6e sans maîtriser la lecture et les opérations de calcul plus, moins, multiplier, diviser? Moi, je pourrais multiplier pendant des heures. Moi, ce que je propose simplement, c'est qu'on apprenne à apprendre. On dit, mais ça t'a dit, à chaque émission, on parle d'éducation. À chaque émission, on va parler d'éducation à la santé, on va parler d'éducation touristique, on va parler... Et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour vous donner des idées, c'est la dernière préoccupation de nos élus, l'éducation. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle, parmi tous mes livres, j'ai écrit tellement, Cyclone et tsunami en Martinique, qui raconte les élections territoriales de juin 2021. Alors, j'ai récupéré mon livre et j'ai noté que sur les 14 listes, qu'il y avait en liste, il n'y avait que 5 qui parlaient d'éducation. Et parfois, il y avait 12 propositions pour 5 listes. Et parfois, ça frise le ridicule. Ça parle de programme de réhabilitation des écoles et des collèges ou un plan numérique, etc. Mais rien sur les contenus. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout revoir, encore qu'il faudrait créer dans ce pays une nouvelle école. Alors, pourquoi? Avec quoi de nouveau? Eh bien, des nouveautés dans le contenu. Éducation morale, éthique, éducation politique, éducation historique, éducation économique, éducation financière, éducation sportive, éducation à la santé, éducation à la culture, éducation à l'environnement. Mettez tout ça autres les derrière encore. De nouvelles pistes pour trouver des rythmes scolaires. Il n'est pas logique qu'un enfant rentre en classe à 7h au lycée Shelcher quand il habite aux Anses d'Arlé. Ce n'est pas normal, il y a un tchac. Ça veut dire qu'à 4h du matin, il ne dort pas. Je ne sais pas à quelle heure il rentre chez lui. Donc, il y a des trucs sérieux à faire. Alors, et moi, à la base, je pense qu'il faut partir d'une fiche vierge, blanche. Il n'existe rien. Faire comme s'il n'existait rien et prendre des mois, 1 an si on veut, et puis faire quelque chose de sérieux. Alors, j'ai donné mes propositions. Ces propositions, j'ai donné à 2 partis politiques. C'est qu'on cimentait GTA dans la poubelle. Il faut qu'on ait d'autres chats à fouetter, des choses comme l'hymne, comme le drapeau, le crayon, un tas de trucs. Mais bon, l'éducation. Alors, on va me rétorquer, mais là, je vais finir avec ça pour ne pas être trop virulent. On va me dire, mais l'éducation est nationale, M. Tali. Donc, on ne peut rien faire. Je dis, OK. Mais dans un pays où les autonomistes, les souverainistes, les indépendantistes, les je ne sais pas quoi, les pays c'est à nous, sont si nombreux, alors je dis, mais comme vous réclamez des compétences, commencez par préparer quelque chose et puis dans le même temps, demandez la compétence éducation. Sauf sinon, là, je vais croire que c'est pour la galerie, parce que ça commence à bien faire. Parce que si un enfant de 12 ans est dans la rue à 10h du soir, c'est qu'il y a un problème d'éducation. Oui, il y a urgence et l'actualité de ce mois-ci nous l'a montré. Il y a urgence à agir, il y a urgence à se mettre ensemble pour faire le constat et ne plus être dans le déni qu'il y a manifestement quelque chose qui ne fonctionne plus depuis un moment et à essayer de trouver de quoi repartir sur le bon pied. Et c'est pareil, c'est toujours pour moi cette idée de remettre tous les feux au vert parce que si on agit sur les programmes, il faut agir aussi dans les foyers pour les parents, pour l'accompagnement. Parce que oui, effectivement, à 12 ans, on a un enfant qui est sur un barrage, mais c'est parce qu'il y a un parent qui n'a pas dit à cet enfant « mais non, tu ne sors pas ». Donc, il y a plein de choses à revoir et se concentrer que sur les parents, sans se concentrer sur les contenus, ça ne va pas marcher. Se concentrer sur les contenus sans voir les foyers, ça ne va pas marcher. Donc, voilà, il faut tout revoir en même temps et essayer de trouver des solutions pour repartir, comme tu le disais, à zéro. Essayer d'avoir... Sur une page blanche. Voilà, tout à fait. Je suis tout à fait de l'avis de Nathalie et du tien. On sait très bien que
le grand sujet d'un enfant non éduqué, c'est que les parents ne sont pas éduqués. Hein. Et aujourd'hui, alors, ce n'est pas pour jeter la pierre à tes contemporains, Serge, mais je crois que mai 68 ne nous a pas fait que, ne nous a pas fait que du bien. Il y a certes eu une liberté, une libération de beaucoup de choses, des mœurs notamment, du faire, du dire, mais peut-être qu'il y a eu aussi dans le rapport éducation, ça a permis aussi aux pères de s'affirmer dans l'éducation, enfin d'être plus présent, d'être plus aimant, mais il y a aussi ce côté, je trouve, hein, je vais vraiment en froisser plus d'un, mais beaucoup de bienveillance et le cadre et l'autorité qui ont été les éducations précédentes un peu bannis. Et je crois qu'un enfant, il doit grandir avec un amour d'autorité et un amour de bienveillance. Il doit avoir les deux. Alors, ça peut être la mère, le père, les deux mères, peu m'importe, mais je crois profondément que l'enfant doit se sentir sécurisé par les règles et en même temps aimé, choyé et pas gâté. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, les parents veulent se faire aimer de leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants les aiment, donc ils vont se disputer avec la maîtresse parce que la maîtresse n'a pas été gentille comme il le fallait. Enfin, ils prennent le parti de leurs enfants et vraiment, je le vois au quotidien. Les parents prennent fait et cause pour leurs enfants parce que je crois que fondamentalement, et c'est l'une des conséquences de cette éducation peut-être 68arde, laisser faire, ne pas interdire, etc. Je ne sais pas si ça ne nous a fait que du bien. Et puis pour globaliser, non, mais je te laisse répondre, mais je crois qu'il y a ce côté 68. Et pour ne pas, pour un petit peu élargir le sujet d'éducation, tu as parlé de différents types d'éducation. Pour moi, selon moi, il y a 3 grands types d'éducation. Il y a ce qu'on appelle, et c'est la plus importante, l'éducation émotionnelle. Quel est mon rapport à l'autre? Quel est mon respect de l'autre? Et c'est par exemple s'arrêter et dire moi, tant que mon fils, je donne des exemples concrets, n'a pas dit bonjour à une personne dans la rue, eh bien, et qui le salue, il ne bouge pas parce qu'il n'a pas dit bonjour. Voilà, ça pour moi, c'est l'éducation relationnelle, l'éducation émotionnelle. Il y a la deuxième éducation qui est l'éducation intellectuelle. Ça a très bien été assuré par ta génération, celle que je partage avec Nathalie. On a été bien farcis, hein, l'éducation du lycée Schellcher, l'éducation césarienne, merci. Mais je ne crois pas que la suite ait lieu aujourd'hui. Pas tous, oui. Pas tous. Certains ont fait l'école derrière, certains ont fait l'école devant le tableau. Et puis, il y a enfin l'éducation dite financière. Et celle-ci, je dois souligner que je ne la retrouve pas énormément dans l'éducation française en général, ni dans l'éducation en Martinique. J'ai monté mon entreprise à l'âge de 30 ans. J'ai vécu le plus grand cauchemar de ma vie, tant je n'avais pas été préparée à cette éducation financière, à toutes les obligations d'un entrepreneur, alors que d'autres, les anglo-saxons, avancent très fluidement dedans parce que depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit combien ça coûte, comment gérer un budget, etc. Et c'est pour ça que je ne m'étendrai pas. Je souhaite parler du passeport qui va s'adresser à tous les élèves et de 4e et à certains élèves de 3e depuis la rentrée scolaire 2023. Ça va s'appeler le passeport EducFi, ouvert aux élèves de la voie professionnelle à titre expérimental. Enfin, l'éducation française a compris qu'elle avait besoin d'un peu d'éducation financière. Nathalie? Je pense qu'il faut aussi regarder vers des pays qui sont montrent un exemple, les pays nordiques sur la manière de fonctionner, sur les rythmes scolaires, sur les programmes scolaires, sur la bienveillance. Ils sont très souvent cités en exemple. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ce qui marche, on ne va pas voir comment ça fonctionne, quitte à adapter un peu au système français, mais on veut tout inventer nous-mêmes alors qu'il y a des gens qui ont de très très bonnes recettes qui font leurs preuves. Et ça, c'est dommage, on perd du temps. Tout à fait. Un exemple parmi d'autres, le pays, dans le fameux classement de l'OCDE en mathématiques français, c'est Singapour qui est numéro 1. Et Singapour a une méthode mathématique. Cette méthode mathématique est utilisée dans certaines écoles privées en Martinique. J'ai ma petite fille qui était elle n'y est plus, mais elle était dans une école privée dans la campagne de Sainte-Luce. Et moi, j'ai découvert le système Singapour. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que moi, pas mais c'est pour répondre à ce que tu dis. Aller copier, ça qui est bon. Oui, qui a fait ses preuves et qui donne des résultats. Au Canada, ils ont des classes aménagées où il y a tout dans la classe. Ils ont tout dans la classe. Ils ont des ordinateurs, ils ont des cartes, ils ont des tableaux interactifs, ils ont tout dans la carte. Ici, nous, le tout, c'est faire comprendre. Moi, c'est mon problème. Faire comprendre aux décideurs que
toutes les conséquences qu'ils voient dans la société, ça vient d'un problème d'éducation. Que ce soit la formation, l'absence de diplôme. Parce que quand dans un pays, on se bat la poitrine d'avoir 80% de réussite au baccalauréat, c'est une aberration. Ça veut dire qu'il y a 20% qui ne l'ont pas. Et comme c'est une clé, ça veut dire que tu as déjà mis 20% de côté. Et comme ils n'ont pas d'autres formations, eh bien, ils viennent grossir les grossir, chiffres. mais net, là, ni emploi, ni formation, ni diplôme. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Or, nous, c'est 30%. Il ne faut pas les lâcher. Madame, je suis désolé, mesdames, majorité de filles. Dans les 30%, c'est une majorité de filles. Alors, Comme il y a une majorité de femmes dans les succès d'éducation intellectuelle, comme il y a beaucoup de femmes qui réussissent et qui parviennent à être diplômées, bon. Serge. Non, c'est pas pour je ne dis pas stigmatiser, c'est juste dis pour pas donner une information statistique. Non, mais parce qu'il y a la population féminine, c'est toujours celle... Enfin, c'est en premier lieu celle qui doit rester à la maison, s'occuper des enfants, être consacrée aux tâches ménagères, etc. Je ne veux pas jouer à question-réponse, mais bon, les gens, si tu vas raconter à mes enfants que je suis de mai 68 et que c'est la liberté et tout, ils vont dire ça va pas, tu as un problème. pas notre papa. Non, mais je ne généralise pas, mais c'est une tendance sociétale. C'est une tendance sociétale, mais ça dépend de ton soubassement. Même en 1968, ça dépend de ce que tu as appris, ça dépend comment tu as été éduqué. Et c'est comme ça que tu vas éduquer tes enfants, et ainsi de suite. Et elle le disait tout à l'heure, Nathalie, une maman qui n'est pas éduquée, comment tu veux qu'elle éduque son enfant? Et puis je pense aussi qu'on est arrivé à un moment dans nos sociétés où tout a été très vite et peut-être que dans les foyers, on prend moins le temps de parler avec ses enfants, d'être en connexion avec la journée scolaire, ce que tu as appris. C'est vrai. Partager ce que nous, on a appris lorsqu'on était au lycée ou en primaire, enfin comparer, montrer l'évolution, enfin être dans une dynamique d'échange. De moments plaisir. De moments plaisir et d'échange. Pourquoi pas parler de l'actualité après avoir regardé le JT, échanger sur des faits de société. On a la journée du harcèlement. Combien de parents, quand il y a des cas d'harcèlement en Martinique ou au niveau national, vont dire à leur enfant, mais est-ce que c'est une réalité que tu connais? Si tu as envie d'embêter un petit camarade, voilà ce que ça fait. Moi, je ne suis pas d'accord en tant que parent, je ne vais pas l'accepter. Mais on parle de rien finalement, on n'échange plus. Et donc, c'est compliqué. L'éducation, c'est ça aussi. Vous comprenez qu'on soulève un gros lièvre, hein? C'est pas un petit lièvre. Parce que l'éducation, c'est pas l'école. Exact. L'éducation, c'est la vie de tous les jours. C'est pas l'école. L'éducation, c'est le foyer, c'est tous ceux qu'on va rencontrer, c'est voilà. Alors, dernière partie de l'émission, c'est celle où on fait une recommandation, on raconte une histoire, on donne un conseil. Alors, tu vas voir, Nathalie, on commence avec Frédéric et tu vas voir le truc. Parce que moi, en plus, je vais parler de moi. Alors, donc, pour une fois, si je ne parle pas de moi, qui va parler de moi? Moi, Serge. C'est vrai? Mais oui, avec plaisir. Alors, ça fait rien. Vas-y. Ce sera pour une prochaine fois, donc. Parce que là, aujourd'hui, je vais parler du collectif Petit Futé qui a émis sa thématique de 2024. Un des objectifs de l'ouvrage de la Martinique des jardins de la collection Petit Futé, c'est de valoriser la biodiversité du patrimoine naturel et exceptionnel de la Martinique. C'est mettre en lumière nos initiatives locales pour promouvoir l'émergence d'une, alors excusez-moi le mot pompeux, je l'ai juste recopié, conscience collective éco-responsable. Bon, au-delà de ça, on voit la Martinique bien différemment. Le Petit Futé, donc, il invite en Martinique le lecteur à découvrir la diversité de chez nous, l'histoire des jardins, des Amérindiens à nos jours, les spécificités de, je le répète, biodiversité et les espèces endémiques de l'île, mais tout ça de façon très ludique avec des sites, des recommandations. Le volet du terroir martiniquais et sa production locale est appréhendé. Il met en lumière les nouvelles tendances et le retour d'usage avec les notions de production raisonnée, les circuits ouverts, l'herboristerie, les plantes médicinales, et le guide dévoile enfin de lieu en lieu les plus beaux parcs et jardins de l'île. Vous seriez surpris, Nathalie et Serge, en lisant ce bel ouvrage, parce que nous avons des secrets de jardins remarquables, de jardins privés au public, de jardins exclusifs, de jardins potagers, de projets paysagers, de jardiniers et paysagistes et des jardins associatifs. Ce guide, enfin, est très illustré et il fait la part belle aux habitants
de la Martinique à travers des interviews et des portraits à découvrir. Je vous le recommande. On peut dire merci à Madame Drezen. On peut dire merci à Madame Drezen. Voilà. Bon, alors, Nathalie va nous parler. Elle a sorti un document là. Ah bon? Alors, oui, sorti cancer et travail. En recommandation, c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans avec Contact Entreprise. Nous avions organisé une table ronde sur cancer et travail. Et la question qu'on avait posée, c'est comment accompagner les collaborateurs et les chefs d'entreprise face à la longue maladie. Et en fait, 2 ans après, nous avons sorti un petit livret avec les dispositifs qui sont nécessaires de solliciter pendant le parcours de soins sur la thématique cancer et travail. Et donc, la médecine du travail, la sécurité sociale, la GFIP, la MMPH et une avocate aussi, puisqu'il y a l'aspect juridique parfois, ont travaillé à ce petit livret qui est disponible au niveau de MATT, qui va être imprimé par Contact Entreprise pour les mettre à disposition des chefs d'entreprise. Et c'est à la fois pour la personne, le collaborateur qui est touché par le cancer, mais aussi le chef d'entreprise, parce qu'on pense souvent au collaborateur, mais le chef d'entreprise peut lui aussi être dans un parcours de soins cancer. Et savoir comment être avec son collaborateur. Tout à fait. Il y a une façon d'être. Voilà. L'idée était venue du fait qu'il y avait ce besoin pour les chefs d'entreprise, je pense, d'être de meilleurs aidants, de meilleurs accompagnants. Et moi, je crois fermement qu'un chef d'entreprise qui montre de l'empathie et qui accompagne son collaborateur dans ces moments-là le fidélise finalement. C'est un collaborateur qui a envie de revenir dans son entreprise et qui se sent mieux aussi. Très bien, donc voilà. Ça s'appelle Cancer et travail, 46 pages. Et ce sera disponible bientôt, quoi. Oui, déjà disponible. Donc, on peut contacter MATT et aussi Contact Entreprise qui en imprimera pour les mettre à disposition. Très belle collaboration. Bien. Bonne recommandation. Alors moi, je suis confus, je vous dis, de ma recommandation, puisqu'elle est très personnelle. Il y a une association qui s'appelle le Diamant Rassemblé, qui est présidée par Rudy Duville, qui organise un rendez-vous culturel mensuel. Comme ils disent sur leur flyer, ils ont choisi de mettre en lumière Serge Tali pour la présentation de son livre Timilat. Ah, voilà. Bien mérité. C'est l'occasion donc pour nos auditeurs du Sud, parce que j'ai pas dépassé Saint-Esprit. J'ai fait une conférence à Ducos, j'ai fait une au Saint-Esprit, j'ai fait une au François, mais je suis pas allé au Diamant. Donc les amis du Sud, vous pouvez venir pour prendre connaissance du peuplement de notre pays, ce qui permettra de tordre le cou à certains mensonges historiques, oui j'ai bien dit mensonges, ou à certaines manipulations de l'histoire. Et là, on revient à l'éducation historique, bien évidemment. Ce sera vendredi 15 à partir de 18h30 à l'espace Charlot, rue Justin Roch, au Diamant. La conférence commence à 19h, donc je vais parler du livre et du peuplement de la Martinique. Alors, je vous attends. Oui. Nombreux, si vous passez par là, madame. Merci, madame. Plus que passer par là, je viendrai, Serge. Voilà. Nathalie, je suis content de t'avoir. Très bon moment. Voilà. De beaux échanges. Comme d'habitude, la dernière Merci fois. Jamais déçu. Nathalie, c'est super. La dernière fois, on avait fait ça chez elle. Au gros monde. Peut-être à 2. Ah, mais on en sait des choses là. Oui, il faut savoir. Ouais. Plus sérieusement, merci Nathalie. Merci pour l'invitation. Et puis, ne lâche rien, je sais que tu travailles à chaque fois, ça, mais des gens comme toi, c'est peut-être grâce à des gens comme Nathalie Chilang que je suis encore en Martinique. Ah, ben, Nathalie, merci. Continue comme ça, s'il te plaît. Oui, parce qu'il y a des choses à faire, donc oui, l'engagement. Frédéric, je tiendrai. Faudra que j'attende jusqu'à samedi prochain. Mais non, on se voit de toute façon entre-temps, tu le sais bien, Serge, je ne fais pas semblant. Madame, monsieur, merci, vous êtes sur Radio Imagine, c'était Imagine l'actu, et puis bonne fin de samedi ou bonne fin de dimanche à 20h, dimanche soir, T42. T42 and 240. Voilà, mon émission de musique pour écouter de la musique belle, métissée et universelle. Salut, à bientôt.